3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bienvenue à Sébastien Paris-Sorvitz qui nous accompagne également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes stratégiste de la Banque Postale Asset Management et Alexandre Baradez avec nous également en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Alexandre, un peu force et faiblesse du marché, là, je disais marché désorienté en introduction. Est-ce que c'est le bon terme ? Notamment après, alors, le nouveau trou d'air de fin de semaine dernière, qui, comme les trous d'air précédents, a été effacé en quelques heures. Le CAC est allé tester 6150, je crois, jeudi, sur le CAC 40 Cash, mais on est à peu près le même mouvement sur tous les grands indices mondiaux, américains, européens, effacés en quelques heures, puisque ce matin, on était à plus de 6400 points pour le CAC 40 Cash. Est-ce que dans cette nouvelle phase un peu de trou d'air, de volatilité de marché, est-ce que le marché s'est encore un peu fragilisé ? Ou est-ce que le marché montre plutôt des signes de force là ? Quel est le camp que vous choisissez, Alexandre ? Alors, il y a quand même des preuves de résilience. C'est-à-dire que le fait de revenir comme ça assez vite sur les sommets, c'est une preuve de résilience. Est-ce que c'est le signe, par contre, qu'on est sûr de sortir dans les heures qui viennent, ou demain après-demain, par le haut de cette configuration vraiment consolidante sur la partie européenne ? Ça, c'est un peu moins sûr. Si on regarde la chronologie très rapidement de cette migration du risque, faut rappeler que l'épicentre de l'appétit pour le risque absolument gigantesque, c'est novembre et les annonces de vaccins. Il y avait déjà auparavant les valeurs refuges, les techs, ça ok, mais pour tout le monde, c'est vraiment les annonces de Pfizer début novembre qui ont catapulté les marchés. Et là, vous avez toutes sortes d'excès, ou en tout cas de rallyes absolument colossaux sur les valeurs value, les valeurs qui se rattrapent, donc vous avez les valeurs de croissance qui, elles aussi, ont profité de ça en plus du rôle de valeur refuge. Et vous avez tout ce qui a gravité autour, les SPAC, par exemple, qui ont connu un appétit délirant, même les IPO, les valeurs des IPO cotées en bourse ont connu un rallye assez fantastique là derrière. Et puis, il y a eu cet épisode des valeurs les plus shortées qui ont explosé, short squeeze massif. C'est la traduction en fait d'une recherche d'appétit pour le risque majeur. Et puis les cryptos aussi, évidemment, qui ont participé à ça. Et on regarde depuis maintenant 2 mois, bien, vous avez des sommets qui apparaissent un peu partout, sur les SPAC, sur les IPO, et le dernier en date, c'est sur les cryptos, il est en train de se former. Et donc on voit que ce risque touche maintenant un peu plus la tech aussi, donc là aussi une classe d'actifs risquée, et la value qui est vraiment en dernier, elle aussi a commencé à bouger un petit peu la semaine dernière. Voilà, c'est une question un peu inflationniste, banque centrale ou autre. Donc oui, le risque est arrivé jusqu'à la value. Est-ce que c'est un risque très dangereux sur le moyen terme ? Je ne pense pas. Par contre, à court terme, ça a été sensible. La value a été sensible à ça. Donc, c'est ça qui interroge un peu sur le risque un peu de réplique, de consolidation qui se poursuivra un petit peu. Mais le Nasdaq, au niveau actuel, c'est bien qu'il soit là. Les valeurs tech, c'est normal. Ça respire. Thématique d'inflation, de débat de banque centrale, de tapering, calendrier ou autre. Ça, c'est un thème qui fait bouger les taux. Donc, les techs n'aiment pas trop. La value consolide, mais c'est plutôt ça. Un indice comme le DAX, par exemple, ça fait 1 mois qu'il est latéral, c'est normal, il a bien grimpé, il latéralise, donc c'est le signe qu'on construit une base de lancement pour le prochain rallye. Voilà. Donc c'est pas inquiétant pour la value, mais le timing de la sortie est un peu plus dur à monitorer, c'est pas inquiétant à moyen terme, mais je suis pas convaincu que le timing soit tout de suite pour la sortie par l'eau sur la partie value. Mais vous dites, c'est intéressant, on a en 6 mois là, épuisé toutes les sources de performance ou de rendement risqués qu'on pouvait aller chercher sur les marchés. Ça y ressemble, parce que là, on va désagréner, c'était les plus importantes. Il y a aussi les matières premières aussi, qui seulement depuis là quelques jours commencent à se stabiliser un peu. Le cuivre qui retombe un petit peu, le bois de construction qui retombe un peu, qui reste très très haut. Mais... Ça fait 4 jours que le bois de construction non, mais après, les matières premières consultent aussi un petit peu. Donc il y a quand même cette thématique qu'on a un petit peu de risk-off qui s'est intégré sur l'ensemble des marchés. Et bien ce risk-off, ce qui est intéressant, c'est sur les taux. On a vu justement que les taux n'ont pas repoussé très fortement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'effet de rotation qu'on a eu entre février et mars, c'est des taux qui poussaient très vite. Et là, il y a un vrai effet de rotation. Là, le taux 10 ans américain, il est resté assez stable finalement. Et c'est les marchés qui, d'eux-mêmes, ont décidé d'alléger un peu la notion de risque. Donc, c'est plutôt bienvenu finalement après un épisode où le marché a déjà bien anticipé la phase de reprise économique. Bon, Léa, je ne sais pas ce qui vous intéresse là dans le descriptif de marché que nous fait Alexandre. Non, mais c'est passionnant. Et puis, on essaye évidemment de faire le lien avec, l'aspect plus ou moins fondamental de la situation. Moi, je trouve intéressant ce que dit Alexandre, c'est que ça coïncide aussi à une phase de volatilité statistique, ou en tout cas la lecture de la conjoncture immédiate est de plus en plus difficile. Et on manque notamment de visibilité sur un point majeur, alors qui fait exploser les titres de presse en ce moment, c'est celui de l'inflation. Intéressant de voir que les marchés ont du mal à avancer beaucoup plus quand on en vient à manquer de visibilité sur le sujet de l'inflation. Et surtout, on rajoutera à ça que l'inflation, c'est un sujet sur lequel tout le monde est au courant et depuis 6 mois, on implique bien qu'il va y avoir un fort mouvement d'inflation. Sur l'inflation, il y a vraiment 2 choses à séparer. Il y a alors, toute la logique effet de base, effet intermédiaire, rebond post-Covid, qui explique majoritairement le rebond qu'on a eu ce mois-ci. On a une hausse des prix du pétrole de 150%, ça se voit tout de suite sur les prix.
l'économie se relance. Les prix des restaurants prennent 80% sur un mois. Les prix de location de voiture prennent 25%. Ces indices-là, si on les somme, c'est 5%, 10% grand maximum de l'indice des prix. Donc, si on dit que l'économie américaine va rouvrir, mais il y a un moment où on va retourner à une vie normale post-Covid, cet effet, il va s'affaisser. Tout comme les prix du pétrole, on a des prévisions où normalement ça stabilise autour de $65 le baril jusqu'à la fin d'année. Donc là aussi, les effets de base très forts qu'on va voir et qu'on va continuer de voir d'ailleurs pendant les prochains mois, eux, dans 4-5 mois, ils vont peu à peu stabiliser. Le troisième effet, c'est là où je pense sur l'inflation, il faut être le plus attentif, c'est la question pénurie. Toutes ces questions. Est-ce qu'au final, ça ne crée pas une bascule au-delà des effets très court terme de pénurie sur les semi-conducteurs et autres? Est-ce qu'on n'a pas des bascules, des ajustements post-Covid, les voitures électriques, les nouveaux modes de communication qui vont entraîner des pressions beaucoup plus fortes? Ça, c'est on va dire les 3 facteurs post-Covid que tout le monde a en tête. Ceux-là, ils sont vraiment temporaires. Ça va amener des fortes hausses d'inflation. On peut même estimer des valeurs d'inflation autour de 6% à l'été, ce ne serait pas du tout affolant. Mais par contre, c'est très temporaire. Il y a une autre problématique, qui est celle-là sur laquelle il y a besoin d'un input, qui est pourquoi il y aurait beaucoup plus d'inflation passé ces effets-là. Et donc nous, on monte notre analyse sur des modèles, et les modèles montrent qu'historiquement, il y a 2 facteurs qui expliqueraient pourquoi on aurait une inflation beaucoup plus forte. La première, ce serait une forte hausse des prix immobiliers qui serait durable. Là encore, on peut estimer, compte tenu du contexte, des taux d'intérêt ou autres, si on arrivait sur une bulle immobilière, la Fed agirait. Donc on met ce facteur-là de côté. Et il y a le vrai facteur qui est celui des salaires. Donc là aussi, quand on dit difficulté d'analyse économique, les salaires explosent parce que le marché du travail, on a eu beaucoup de pertes d'emplois. Donc ce qui reste, c'est les forts salaires. Donc l'effet des salaires est très fort. Mais si on avait une hausse durable des salaires, il pourrait y avoir de l'inflation. Donc ça, c'est ce que tout le monde a en tête. Ça dégénérait. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Ce qu'il faudrait en plus, et c'est pourquoi on n'a pas eu... C'est une problématique qu'on avait eue juste avant le Covid, en fait. Il y avait eu des hausses des salaires et tout le monde disait « Attention, il y a de l'inflation, la Fed à agir ». Et ce qu'on observe historiquement, c'est qu'on a bien un effet marché du travail-salaire. Le marché du travail s'ajuste, c'est ce qu'on va voir aux États-Unis, les salaires vont augmenter. Mais pour qu'ensuite il y ait un passage sur les prix qui crée une inflation beaucoup plus forte, il faut que les entreprises le répercutent. Et jusque-là, les entreprises, en fait, absorbaient la hausse des coûts sur leur marge et le répercutaient pas ensuite aux consommateurs. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une bascule, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de pression sur les prix, suffisamment de volonté ou que le consommateur montre qu'il y a une demande très forte pour qu'ensuite les entreprises répercutent la hausse des prix sur le consommateur, et là, ça amènera à quelque chose de beaucoup plus durable. Et cette volonté, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas visible. Ça fait 10 ans qu'on l'attend, ça fait 10 ans que c'est un débat entre tous les économistes de ce qu'il va y avoir d'inflation. Pour l'instant, il y a bien cette hausse des salaires, mais il n'y a pas cette hausse sur les prix. Et même, encore une fois, même si on avait cette hausse-là, on ne serait pas sur des dynamiques d'inflation qu'on a connues avant les années 80. On retournerait sur des dynamiques autour de 2,5-3% d'inflation. Aujourd'hui, les prévisions, au-delà de ces effets très court terme qu'on va avoir à l'été, c'est un retour dans une fourchette autour de 2. Donc le risque inflationniste, il est problématique. Il va se matérialiser vraiment sur le court terme. Ce qu'il faut regarder vraiment, c'est est-ce que les entreprises répercutent les prix ? Pour l'instant, ce n'est pas visible au-delà des enquêtes. On ne le voit pas. On ne l'a pas vu sur la dernière décennie. Et est-ce que justement, toute cette histoire pénurie, changement de besoins de consommateurs devient quelque chose de plus durable? Là aussi, c'est à confirmer. Mais en tout cas, les effets de base, ceux-là, voilà, on va le répéter. Oui, l'inflation va être très forte, mais celle-là est temporaire. Mais ça veut dire, effectivement, on n'a pas les réponses à toutes les questions. Et donc, le marché est peut-être aussi un point de bascule par rapport à cette idée-là, où d'ailleurs on pourrait passer rapidement, successivement, d'un scénario à l'autre, en fonction des données statistiques. Je parlais de la volatilité des données. C'est un peu ce genre de schéma de marché qu'il faut avoir en tête là, pour les prochains mois, les prochaines semaines. C'est ce qu'on a eu depuis le début de l'année. Il y a encore 2 mois, on était sur la surchauffe américaine. Il y a une semaine, c'était attention, le marché du travail américain ne crée pas les 1 million d'emplois attendus. Donc c'est toute cette volatilité qu'on va avoir pendant on va dire jusqu'à l'été. Et à l'été, c'est une autre problématique qui, alors là, n'est pas du tout dans le marché, pas du tout dans les prix. On met de côté aujourd'hui la problématique inflation. Si on se propose dans quelques mois, la problématique de l'inflation, si tout va bien, est temporaire, donc on aura enlevé cet effet-là. Mais on va avoir les nouveaux plans Biden qui passeront au Congrès à l'été, avec la question de la hausse des taxes. Donc on est reparti pour un tour. C'est vraiment, la dynamique que le marché a aujourd'hui en tête, c'est une dynamique très court terme. C'est une dynamique 2e trimestre. La dynamique 3e trimestre est vraiment différente. Bon. Il faut qu'on parle de l'inflation, Sébastien. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade ? Je lisais là, effectivement, alors vous avez repris ce matin dans la note de la Banque Postale Asset Management l'enquête du Michigan, je crois, c'était vendredi. Oui, c'était le Michigan, et on voit
cette crainte de l'inflation, elle est désormais dans la tête du consommateur américain. Dans la tête des investisseurs, ça fait un moment, mais le consommateur américain commence, lui, à anticiper des niveaux d'inflation sur les 12 prochains mois ou même sur les prochaines années, qui sont des niveaux d'inflation qui peuvent avoir un impact sur les comportements du consommateur. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais d'abord dire, ce que disait Alexandre était très intéressant sur cette idée d'analyser le risque, de comment il s'est diffusé à toutes les classes d'actifs. Mais il y a quand même un facteur qui est dominant dans cette diffusion, qui est ce qu'ont fait les gouvernements et ce qu'on a fait sur la politique monétaire. Et ça permet de rebondir sur l'inflation. C'est-à-dire que si on croit que l'inflation reste un phénomène monétaire avant tout, c'est-à-dire si on met plus d'argent dans le système, les gens vont le dépenser et ça va créer de l'inflation. Les anticipations vont être révisées, les mouvements des monnaies, etc. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet élément qui a manqué jusqu'à maintenant. Sur 20 ans, ou en tous les cas sur les 10 dernières années, la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle s'est mal passée. Et on n'a pas eu ce qu'on voulait, évidemment pas en Europe, parce qu'on a adopté des mauvaises politiques. Alors si on se réfère au court terme, on a un marché qui a pricé beaucoup de bonnes nouvelles. On est quoi, 13%, 14% sur les indices depuis le début d'année. On se dit, vu ce qu'on a déjà fait, on est très haut. Donc, comme le disait Alexandre, que ça consolide, c'est très bien. Les craintes du marché, c'est l'ignorance peut-être Léa a raison que les choses vont s'apaiser tout de suite. Je pense la crainte de tout le monde, c'est comment on apaise les choses dans quelques mois. Donc, tout peut très bien se passer. Il n'empêche que nous avons toujours la Fed qui achète 120 milliards de dollars de treasuries tous les mois. C'est de l'argent qui est injecté par le gouvernement directement dans l'économie. Et je reviens maintenant au comportement. Ce que disait Léa, comment est-ce que les comportements peuvent changer dans cette crise inédite et cette sortie inédite. Et ce qu'on constate, c'est tout, c'est qu'ils sont en train de changer. On parlait des prix des voitures d'occasion, de la location. Ces tensions n'existent pas. Alors on peut se dire, l'offre va s'adapter assez vite, les stocks vont finalement monter, tout va aller très bien et ces tensions vont disparaître. C'est probable que ça arrive. Il n'empêche que la façon dont les anticipations sont en train de se former crée un problème. Et le premier problème qui est difficile pour les économistes à traiter, c'est celui dont vous parliez, Grégoire, qui est celui de le consommateur, qui est finalement l'agent sur lequel on compte. C'est lui qui doit tenir la baraque. La seule chose qui compte quand on parle de l'inflation, c'est quelle est la perception du consommateur vis-à-vis de l'inflation future. C'est ça le vrai problème. Le consommateur américain aujourd'hui a raison, a tort, alors que le prix du pétrole n'a pas beaucoup monté, même s'il y a un effet de base, c'est parce que tout monte, et notamment les Américains disent le prix de l'immobilier monte beaucoup, le prix des voitures, ça monte beaucoup, les prix des biens durables en général, ça monte beaucoup, et donc l'anticipation des ménages à un an, c'est 4,6%, le plus haut niveau depuis très longtemps. Alors, est-ce que... Donc c'est un choc dans la tête du consommateur américain. Et donc, la question, qu'est-ce que fait le consommateur avec cette information ? Et alors qu'il y a la vue qui est... Eh ben, moi, je vais épargner, je vais garder de l'épargne pour que mes actifs, ma capacité de dépenser demain, de maintenir mon épargne en termes réels, ben, je vais garder mon argent aujourd'hui et voire j'ai épargné plus parce que j'aurais besoin de davantage. Ça, c'est la première théorie qu'on peut défendre. La deuxième, c'est attention, les prix vont être plus élevés demain et je vais dépenser maintenant. Et en fait, on n'en sait rien. Et je crois que les dynamiques qu'on voit, on a vu les ventes au détail, Grégoire, qui ont baissé sur le dernier mois. Tout le monde dit, ah bah, ça y est, le consommateur, il lâche. Bon, il se trouve que le mois précédent, ça va augmenter de 8 ou 9% sur un mois. Un truc de dingue. Ouais. On l'a déjà vu. Donc, ça va être très difficile pour le marché à lire. Donc, je reviens à ce que disait Alexandre. C'est vrai que le marché a mis beaucoup de bonnes nouvelles. Et maintenant, aller chercher des bonnes nouvelles dans ce marché, alors que la prochaine échéance, c'est le dialogue avec la Fed. Alors, vous faites quelque chose ou vous faites rien. Pour l'instant, qu'est-ce que nous dit M. Powell ? Nous, on ne fait rien. Nous, on croit Léa. Tout va se stabiliser, tout va aller pour le mieux. Et donc, on a raison de pousser la machine à son maximum. On va voir. Et de manière très immédiate, vous avez un sentiment, une conviction particulière, Sébastien ? C'est en juin, le rendez-vous 15-16 juin pour la Fed et les marchés. Est-ce qu'il y a plus de bénéfices ou plus de risques
pour la Fed à maintenir un statu quo, notamment sur ces achats d'actifs de 120 milliards de dollars par mois? Je pense que pour la Fed, la messe est dite. Hein, ils vont attendre. C'est-à-dire que la nouvelle théorie ou paradigme de la politique monétaire, vous savez, le vieux faiseur de politique monétaire, la seule chose qui lui faisait peur, c'est que quelqu'un soit content. Et donc, il ne voulait pas que les gens soient contents parce que ça pouvait créer de l'inflation. Le nouveau banquier central, c'est celui qui a peur que quelqu'un qui ne soit pas content. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, tant que le dernier Américain ne sera pas content, la Fed sera là. Et c'est ce que veut la Fed. C'est ce que vous dites. Ils vous disent aujourd'hui, nous, on ne prévoit plus. On n'a plus besoin de prévoir. Nous, on regarde chiffre après chiffre. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Il faut qu'on puisse prévoir. Il faudrait que Léa leur dise, voilà, vous avez raison, les choses vont se stabiliser, etc. Mais parce qu'il faut prévoir, c'est le boulot. Et on ne peut pas suivre les choses au jour le jour, surtout quand c'est aussi difficile à faire. Donc pour les marchés, je pense que de la prudence, je ne sais pas si c'est cet été, c'est peut-être maintenant, il faut un peu plus de prudence parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va lâcher. C'est-à-dire que l'injection de liquidité, est-ce qu'elle va être levée par la Fed ? Pas en Europe, hein. Même si on a cette enveloppe limitée qui rend notre il faudra clarifier les choses aussi du côté de la BCE. Mais c'est sûr qu'il y a un moment dans les 6 mois, 3 mois qui viennent qui n'est pas simple. Mais vous dites qu'il ne faut pas sous-estimer quand même finalement la politisation des banques centrales aujourd'hui. C'est quelque chose de très fort. Je ne sais pas si c'est la politisation, c'est 10 ans, 20 ans d'une expérience qui est déroutante. Pour un banquier central, vous voulez à 2% d'inflation, vous n'y arrivez pas, et vous continuez à faire tout ce que vous pouvez et sans limite. Bon, ce sera un rendez-vous important en juin, Alexandre. C'est vrai qu'il y a quand même une arme aujourd'hui quand les banquiers centraux et que Draghi avait mis comme mode de fonctionnement, c'est la partie orale, la partie communication. Cette fameuse phrase de 2012, elle a fait trace dans l'histoire, et on voit que la Fed aussi s'inspire un peu de ça. Si on regarde bien les déclarations des membres du FOMC, les votants et les non-votants, par exemple, ces derniers jours, il y a un peu plus de prudence sur la question de transitoire. Il y a 2 mois encore, c'était une certitude, vous écoutiez, ça ne peut être que transitoire, et désormais on entend que si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de si ce n'est pas le cas, nous avons les outils pour gérer ça. Et surtout, on nous dit transitoire, ça peut être 2 ans par exemple. Oui. Mais tant qu'on est persuadé que le régime d'inflation, de surinflation ne durera pas au-delà d'une certaine période, ça peut durer 2 ans, mais pour nous ce sera transitoire. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le discours, un peu différent maintenant. L'arme, c'est pas forcément celle du tapering, ça peut être tapering oral en fait, de dire, et c'est ça, c'est ce que le marché prépare en ce moment en fait. Le Nasdaq qui perd 8-9%, il s'est rien passé sur les techs, on a des très bons résultats historiques ou autres, c'est juste une anticipation que la banque centrale, on essaie de pricer le tapering, et ce qui est bien, c'est que dans l'histoire, on sait combien coûte un tapering sur les marchés. Ça coûte à peu près 15% par rapport au sommet. Sommet 2014-2015. Pour les marchés actions. Voilà. Ouais. Le S&P, Nasdaq, c'est 15%. Ça latéralise et ça repart avec Trump derrière. Donc, c'est pas non plus un risque phénoménal. Donc, tout le monde va être prêt à remettre quand on aura tué le point bas. Et c'est vrai que déjà, un Nasdaq à -8, -9, ça commence à titiller un peu. Et on est prêt à remettre s'il fait -10, -15. Là, on se dit, là, c'est la bonne. Et il faut y aller. Et pour la partie européenne, je pense que c'est ça qu'on est vendredi dernier. C'est que tout le monde se demandait, est-ce que c'est déjà le bas du range? Est-ce que je vais pas remettre maintenant? Parce que s'il faut, on va voir Clarida ou un autre qui va nous sortir la petite phrase qu'on attend tous. Et aujourd'hui, la communication est aussi efficace que le tapering en tant que tel. Moi, je pense que le tapering ne fera rien sur le marché. C'est tout ce qui vient en amont, comme d'habitude, qui va faire effet. Ce qui est intéressant, c'est que oui, bon, le Nasdaq peut perdre. Il a perdu combien le Nasdaq là, vous disiez 8-9, mais 8-9% sur. Le rallye, il est tellement phénoménal. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, c'est que ça touche le marché action et une partie très particulière du marché action. Alors que sur le marché obligataire, j'ai l'impression, alors il y a une correction sur le marché obligataire américain depuis l'été dernier, évidemment, ça a beaucoup corrigé, mais depuis quelques temps, et malgré des chiffres d'inflation, voilà, le CPI américain à plus de 4%, le marché obligataire américain reste très calme désormais, Léa. Je pense qu'il y a 2 éléments à prendre en fait dans les 2 discours qui sont les éléments clés. Le premier, c'est de dire on ne sait pas. Et je pense que sur l'inflation, beaucoup de gens ont du mal à dire en ce moment on ne sait pas, mais c'est vrai. Il est possible que les pressions inflationnistes deviennent plus durables. Et la deuxième, c'est de dire on va être sur des phases de transition post-Covid. Donc sur la macro, là, on voit bien, on avait il y a 1 mois la question de la surchauffe américaine. Est-ce qu'on est dans la surchauffe? À combien on va? On va vers une inflation assise. Là, j'ai vu les nouvelles projections tournent autour de 7, voire même plus. On a fait un calcul simple de bascule qu'on avait fait justement au moment de Trump, quand Trump avait mis en place son plan d'aide fiscale, savoir quel niveau de taux créerait une bascule et comment il faudrait faire si on normalisait la situation.
Donc disons qu'on met de côté un peu tous les faits relance, tous les faits actuels très forts sur la croissance qu'on voit aujourd'hui, et que le pricing sur les taux commence à redevenir un peu plus normé. Reprise de la croissance, une inflation qui reprend un peu. Quel niveau créerait une bascule et ferait que ce serait une situation pas du tout reprise forte des taux, mais que cette bascule sur les taux créerait une contrainte. Le scénario harmonieux pour basculer dans quelque chose de plus délétère. Voilà, créerait une contrainte sur les profits, créerait une contrainte sur la consommation, sur le consommateur. Et on voit en fait que quand on a une croissance américaine autour de 4,5, ce qui serait en gros la croissance américaine l'année prochaine, et un retour vers une inflation de 2,5, des niveaux de taux 10 ans américains autour de 2,5 posent problème. C'est-à-dire que dès qu'on arriverait, qu'on approcherait de ces niveaux-là, on serait sur une situation un peu plus complexe. Donc déjà sur le côté, est-ce qu'on a de la marge? Il y a toute la question, est-ce que des taux américains à 2 ans deviennent problématiques ou autres? C'est pas une problématique pour la Fed, et on le voit bien d'ailleurs. Ça, au contraire, ça valide sa nouvelle stratégie, ça maintient d'ailleurs les ancrages des anticipations de marché. Donc ce côté-là n'est pas problématique. Par contre, et encore une fois, c'est toutes ces questions de chiffres macro très volatiles, très compliqués à lire. Si on essaie de rationaliser un peu, là, sur les 2-3 prochains trimestres, l'économie américaine, elle va être en plein boom. On va avoir des hauts et des bas parce qu'on a eu des chèques, on consomme, on s'abstient, ça va être des hauts et des bas, mais on est sur un cycle très haussier de la macro. On va être sur un cycle d'inflation qui va continuer. Il n'y a pas de raison que les taux américains ne soient pas foncièrement plus hauts sur le raison de 2-3 trimestres. Par contre, là aussi, la stratégie de la Fed, un marché du travail qui reste contraint, de fortes incertitudes. La stratégie de la Fed, elle va être très lente. L'annonce, elle va être là aussi. C'est vraiment l'histoire de la préparation, comment on va préparer le marché. Et même si, alors nous, on a une anticipation où la Fed annoncerait un tapering à la fin de l'année. On sait bien que si elle doit annoncer son tapering à la fin de l'année, effectivement, dès cet été, elle va mettre en place les signaux pour annoncer. Ça va créer cette ambiguïté sur les taux. Mais pour l'instant, effectivement, on est dans cette phase d'attente, mais une logique à long terme qui reste positive sur les taux. Phase d'attente sur les taux américains, en attendant d'y voir plus clair et peut-être de revenir sur un niveau proche de 2%, au-delà de 2% pour le 10 ans américain. Pendant ce temps-là, les taux longs européens, eux, continuent de remonter. Alors ça se fait doucement, graduellement, mais c'est vrai que depuis un mois et demi, autant les taux américains bougent plus trop, autant les taux longs européens remontent. On est à 20 points de base sur le 10 ans français, positif bien sûr. On n'est pas à l'abri de voir le 10 ans allemand positif peut-être dans les prochaines heures ou prochains jours. Comment on explique alors cette décorrélation? Comment on explique que les taux longs européens continuent de remonter? Est-ce que c'est le reflet d'un optimisme sur la croissance, la réouverture? Là, on est sur une semaine importante en termes de réouverture des économies en Europe. Est-ce qu'il y a autre chose derrière, Sébastien? Tout ce que vous avez dit est vrai, Grégoire. C'est ces anticipations qui changent. Dans l'histoire des 20 dernières années, en fait, un peu plus longue, en fait, les choses se sont détériorées plus. La relation était assez triviale entre la détermination du taux Bund et du taux long américain. Ils ont une relation presque linéaire entre les deux. Et ça s'est perdu. On a eu une succession de crises qui ont fait que nos conjonctures n'ont pas plus été aussi synchronisées. Et donc, ça s'est perdu. Alors, récemment, la hausse en Europe, en retard par rapport aux États-Unis, d'abord parce que nos conjonctures étaient en retard. Je rappelle que nous étions en récession. Dans les 2 derniers trimestres, c'est des croissances négatives en Europe, alors que les États-Unis ont cru de manière extrêmement vive et ils vont continuer à croître à un rythme très élevé. Donc, en revanche, ça y est, on ouvre et c'est, je pense, un des facteurs importants qui pousse les taux vers le haut. Et il y a un facteur qu'il ne faut pas qu'on néglige, parce qu'on parlait des banques centrales, qui est celui que la BCE va être obligée de lâcher. Ouais. Et elle s'est mise dans un cadre très difficile à gérer, qui est celui de cette enveloppe fermée et où elle ne peut pas tout faire maintenant. Il faut qu'elle garde des munitions pour après, si nécessaire, s'il y a une faiblesse, etc. Donc, comme souvent, la BCE s'est mise plus de contraintes que la Réserve fédérale américaine. Oui, bien sûr. On a plus de contraintes. Et donc, ça pousse. Mais il n'empêche que, quelle que soit la banque centrale des grands pays qui sont différentes de tous les autres, c'est-à-dire que nous, on peut se permettre quelque chose que personne ne peut se permettre sur la planète. Il y a un phénomène qui est contre toute théorie macro, qui est celle de dire que les taux longs sont ancrés à ce que fait la politique monétaire aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe.
quand vous regardez les taux réels, vous pouvez mettre tous les modèles que vous voulez, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi le taux 10 ans américain réel est à moins 0,9. Alors évidemment, on peut décomposer les taux sur les primes, etc., mais on ne peut pas l'expliquer. Alors il y a des modèles plus ou moins sophistiqués qui essayent quand même de l'expliquer sur des tendances séculaires. Mais la raison, c'est que le marché est pris par les banquiers centraux. Et la Fed, comme le disait Léa, a ce pouvoir encore. Peut-elle le perdre à cause de l'inflation? Parce que sa politique est finalement trop gentille et que finalement, l'histoire nous a dit qu'on pouvait faire ça, aucun risque, etc. On va voir. Mais là, cette crise va peut-être nous amener plein de petites crises, choses qu'on ne savait pas. C'est à voir. Donc c'est pour ça que je reviens à ce que disait Alexandre. Peut-être que là, il y a un moment donné, il y a des choses qui vont arriver et qui fait que le risque va falloir le repricer. Pour l'instant, nous, on reste plutôt de la value parce que les taux vont monter, les banques, ça va les aider. Et pour l'Europe, on a besoin. Même si les marchés sont un peu désorientés, finalement, vous gardez le cap sur la dynamique, sur ce qui a fait le marché ces derniers mois. Et puis aujourd'hui, on a de la croissance, voire très très forte aux États-Unis et en Europe, on aura de la croissance. Quand même, on va rebondir, hein, on va ouvrir. Nous, on ouvre dès demain, après-demain, pardon. Et donc, c'est ces éléments positifs. Mais cette croissance, c'est notre benne, hein, c'est quelque chose de positif. Donc, on a de la croissance, on a des politiques monétaires, c'est-à-dire qu'on l'oublie, c'est-à-dire qu'on s'habitue à tout aujourd'hui, des trucs dingues finalement. Mais à propos de croissance, Sébastien, Margrethe Vestager dans Les Échos ce matin, il est beaucoup trop tôt pour envisager un second plan de relance européen. Je trouve ça un peu bizarre de parler d'un nouveau plan de relance dont nous ne sommes pas certains d'avoir besoin. Est-ce qu'elle a raison de dire ça, Margrethe Vestager ? Ça ne m'étonne pas qu'elle le dise. Il y a des gens qui... C'est un risque qu'elle prend en disant ça? Non. Dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'un second plan de relance. Elle est convaincue de ça. Si la raison on n'a pas besoin est la suivante, c'est-à-dire qu'on est tellement lent que quand on n'a pas dépensé l'argent du premier, c'est trop tôt de parler d'un deuxième vu qu'il resterait hacké. Donc si c'est la raison, je suis d'accord avec elle. Maintenant que dans ce monde où on peut dépenser beaucoup sans qu'il y ait des véritables sanctions des marchés, etc. On aurait dû le faire, mais quand je dis dépenser beaucoup, il fallait le dépenser maintenant. On va commencer à dépenser, on n'a même pas commencé, Grégoire, à dépenser nos 750 milliards. On n'a pas encore commencé à dépenser. Les Américains sont déjà à 14 points de PIB sur le début d'année. Donc, même si ce n'est pas le même type de dépenses. Les dépenses prévues dans le plan de relance, le Recovery Fund européen... moi, j'associe plutôt ça à un plan d'investissement. Non, parce que c'est de la relance. C'est exactement ce que vous dites. C'est le plan, jusqu'à maintenant, c'est des plans de soutien de 14 points de PIB. Alors évidemment, on peut discuter parce que ça ressemble à ce qui a été fait. Donc en delta, c'est peut-être moins à regarder. Il n'empêche qu'à la fin de l'année dernière, déjà l'output gap américain, il était tout petit. Et on a quand même mis plus de 10 points de PIB dans l'économie. Donc on aura plus de... En Europe, on n'a pas fait. On a mis de l'argent, on continue à soutenir nos économies fortement, ça aide et ça va nous aider dans la reprise. Mais de la relance, les Américains vont en faire. On n'a pas encore voté sur ces plans américains. Non, c'est sûr. Sûrement, beaucoup va passer sur les infrastructures. En Europe, on ne l'a pas fait. Et si vous mettez la couche climat là-dedans, etc., ça va sur l'inflation. Comment on va s'en sortir? Il faut qu'on dépense plus. Hein, avant même de parler de la relance en Europe, et bon, on peut comprendre Margrethe Vestager, puisqu'on n'a pas encore dépensé le premier euro du plan de relance, on est déjà en train de parler du second, mais des économistes nous disent, avant même de parler de ces plans de relance, il faut peut-être se demander s'il ne faut pas remettre une couche de dépenses sociales immédiates, de soutien à la consommation, aux entreprises. C'était le sens du papier de Pisani-Ferry et Blanchard. Est-ce qu'il y a un risque à ne pas en faire plus à ce stade pour nous en Europe? C'est exactement pourquoi les États-Unis sortent de la crise maintenant et que nous, on en sortira en fin 2022 si tout va bien. En fait, les États-Unis ont laissé s'effondrer l'économie. L'économie s'est effondrée, on a mis un plan de relance massif de soutien, consommation, chèque aux ménages, vaccination. Celui-là, il est déjà passé, il est déjà fait, l'effet est maintenant. Et au moment où l'économie rebondit avec des taux de conso à plus de 10% le mois, on remet ce deuxième plan, donc qui est un plan en deux volets, un plan infrastructure climat, si j'essaie de le résumer, et un plan, on va dire, État-providence, soutien à la classe moyenne, éducation. Donc en fait, on remet en plus du plan de relance une sorte de seconde impulsion
croissance verte, soutien, croissance potentielle, croissance à long terme. D'autant plus, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment en plus mis dans la question stratégique Chine-États-Unis. Donc ça va être vraiment ce qui va avoir le plus de poids et ce qui va passer. La question, est-ce qu'il va passer? Ce plan va passer justement parce qu'on va le mettre comme il faut que les États-Unis le mettent en place pour vaincre la Chine. Et en face de ça, la zone euro, c'est l'inverse. En fait, on a soutenu l'économie, donc on n'a pas craché comme on aurait dû. On a soutenu bon an mal an l'économie pour justement pas qu'on ait cet effondrement, parce qu'on n'a pas les capacités à le gérer. Et là, on va mettre en place un plan de relance, mais qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus diffus. Et c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, on voit bien que le risque souverain, il a disparu en zone euro. L'Italie, c'est plus du tout une question, alors que les fondamentaux italiens pourraient être une vraie problématique. Ça ne l'est plus aujourd'hui. On pourrait totalement mettre en place des plans significatifs qui auraient cet effet de relance. Je ne suis pas totalement dans le eurozone bashing. Je considère quand même qu'il y a 1 an, la réponse a été significative. Ça a été un progrès majeur. Ça permet aujourd'hui d'avoir des plans de relance validés par tous les pays qui vont se mettre en place rapidement. C'est quand même une avancée significative. Maintenant, on voit bien qu'il y a un vrai effet retard et que ça n'arrive pas en poussée d'une première relance, en fait. Et donc quoi ? Il y a un risque de perte de richesse définitive par rapport à la tendance pré-Covid en zone euro. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les États-Unis, on va pouvoir dire que la crise, elle est derrière eux, a priori. En zone euro, on n'est pas sûr que la crise soit derrière nous. On ne sait pas ce qui va se passer à fin d'année, quand les plans de relance vont s'arrêter, quand on va avoir des défaillances, quand on va avoir une hausse du taux de chômage. C'est à ce moment-là qu'il faudra avoir un vrai plan de relance plutôt... Enfin, ce plan d'infrastructure va être porteur d'emploi, mais c'est la logique qu'on a aux États-Unis qui crée à la fois la reprise et la poussée de la reprise. En zone euro, c'est pas tout à fait cette optique-là qu'on a. Ouais. Alexandre, si vous avez un commentaire, vous voulez qu'on dise un petit mot des cryptos aussi. Les marchés, en tout cas, eux, sont optimistes. Hein. Le niveau de l'euro, par exemple, c'est un bon signe de ça, parce que certes, il y a eu la partie, la remontée de l'euro s'est faite d'abord sur les annonces d'un plan de relance européen, première impulsion, ensuite tout l'affaiblissement du dollar, deuxième grosse impulsion. Mais là, depuis quelques temps, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est cette accélération de l'économie très forte, effectivement, tout ce qui a été perdu, qui a été rattrapé en l'espace de quelques mois, et avec cette abondance, 20% du PIB, si on cumule tous les plans Trump, Biden ou autres, malgré tout, l'euro reste à 21, 22, et je trouve qu'il y a une position qui est justement bien résiliente, je pense, pour aller chercher ensuite plus haut, je ne dis pas à très court terme, mais quelques mois, je pense que la 25-30, c'est dans le viseur. C'est un signe d'intérêt finalement des investisseurs étrangers, peut-être d'ailleurs, pour la zone euro. Sur la partie européenne, regardez les indices qui résistent le mieux ces derniers temps, c'est quand même la partie européenne. Vous parlez de l'Italie, effectivement, on n'est pas certain que l'Italie retrouve des schémas de croissance qui déjà étaient très fragiles avant, mais la présence de Draghi au gouvernement, plus cette asymétrie dans la partie relance qui va largement bénéficier l'Italie ou autre, le marché a acheté les valeurs italiennes, et graphiquement, on ne peut pas ne pas sortir par l'autre d'une configuration du MIB comme ça. Donc le marché est bullish sur la partie italienne, il va le rester. Et dernier élément qui montre que le marché est quand même bien consistant, c'est que les taux remontent en zone euro, malgré le fait que la BCE ait accru ses achats d'actifs au Q2. Et on a un plus haut de 2 ans, malgré tout, sur le 10 ans allemand. Donc c'est quand même un signe que le marché... Il y a des forces de marché, effectivement, qui s'expriment de manière significative. Et on se remet dans les marchés actions, marché de taux, personne n'a envie de jouer contre ça pour l'instant. Bon, à propos de forces de marché qui s'expriment, le marché des cryptos, alors qui a vécu un week-end difficile, comme ça arrive de temps en temps, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un marché qui a pris quand même une taille de plus en plus importante, même si on voit d'ailleurs que la domination du Bitcoin, elle se réduit au fur et à mesure que d'autres cryptocurrencies gagnent en intérêt auprès des investisseurs. Est-ce qu'il y a quand même des passerelles entre le marché des cryptos et les actifs traditionnels, les marchés actions? Est-ce qu'il y a un risque, je sais pas, systémique ou en tout cas de diffusion de crash crypto vers d'autres actifs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Alexandre? Les cryptos, ça qu'on peut les acheter tels quels et les mettre dans des portefeuilles, et puis vous pouvez les acheter via des contrats à terme, par exemple. Ça, vous avez le droit. Même si les autorités américaines freinent des cas de fer pour lancer les ETF, ils n'ont pas envie tout de suite, on le sent bien, mais vous pouvez mettre des contrats à terme. Donc, d'à partir du moment où vous avez accès aux contrats à terme, toutes les sphères financières peuvent y avoir accès, donc dans les portefeuilles, pour couvrir, pour spéculer, pour ce que vous voulez. Donc il y a déjà une migration dans la finance traditionnelle via ces contrats à terme. Si demain il y a des ETF en plus, raison de plus, mais c'est clair que les 2 week-ends où les cryptos ont bien secoué, donc le week-end actuel et puis la fois d'avant, c'était par rapport à ce qui s'était passé en Chine, cette coupure de courant et tout était parti à tomber, ça avait un impact quand même sur la partie actifs risqués. C'était pas colossal, mais c'est comme ça qu'il y avait notamment le Nasdaq, par exemple, qui a commencé à générer ce mouvement de repli, qui a ensuite s'est accéléré sur les questions inflationnistes ou autres, mais il y avait quand même une petite
migration du risque de la partie crypto à la partie tech. D'autant que certaines tech s'exposent volontairement aux cryptos en mettant dans leur trésorerie un peu de Bitcoin. Oui, je parle de Tesla, évidemment, en l'occurrence, d'autres. Il y en a d'autres qui le font, mais c'est vrai que les montants deviennent importants. Vous l'avez dit, il y a 12 mois, ce marché il valait 10 fois moins que la KPI actuelle. Et pour autant, la KPI actuelle, c'est 2500, c'est un peu baissé depuis. Vous regardez le S&P 500, c'est 37 000 milliards. Donc l'ensemble du marché des cryptos dans sa totalité, c'est que 2500 milliards. Mais pour autant, sur une coin comme celui-ci, vous perdez 500 à 600 milliards en ligne droite. Ça fait un quart en fait, de la KPI du marché des cryptos qui s'évapore comme ça en 48 heures. Quoi. Donc ça reste hyper volatile. Et je pense que oui, à un moment donné, ce qui s'était passé à l'époque en 2017, quand ça avait dégonflé, les encours étaient plus faibles que ça. Donc il n'y avait pas eu trop d'impact. Là, on est sur des encours plus significatifs. Et puis on regarde aussi un peu le régulateur américain. Et on a quand même l'impression que ça s'est densifié. Hein. Il n'y a pas de message très clair, mais le patron de la SEC a quand même dit il faut réguler, protéger. Alors, il présente ça sous l'aspect protection du consommateur. On a bien compris ce que ça voulait dire. Vous avez ensuite l'épisode Musk. Est-ce que c'est totalement il fait le marché innocent? On sait que c'est quelqu'un de très politique. Est-ce que son changement de discours fait le marché des cryptos aujourd'hui? Pour moi, Elon Musk est quand même très politique. On le voit sur les crédits auto, crédit carbone, sur la NASA ou autre. Il a ses entrées en politique. Donc, si à un moment donné, on lui demande de faire passer un message, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais en tout cas, c'est quand même le timing, je trouve, est bien là pour faire baisser le marché. Et ensuite, vous avez la question des mises en examen des gros brokers crypto. Et ça se concentre dans l'espace de quelques semaines. Donc on sent que pour les autorités américaines, ça commence à être un point d'intérêt. Ils vont frais sur le marché des cryptos. C'est Binance, la plus grosse plateforme de trading crypto, effectivement, qui est sous le coup d'investigations menées par les autorités américaines, de la justice et du fisc également. Ça vous intéresse comme sujet, Sébastien? Mais comme le dit Alexandre, tout le monde s'y intéresse parce que c'est aujourd'hui 2500 milliards de dollars. Mais vous regardez ça avec curiosité ou vous regardez ça en vous disant, en tant que stratégiste, économiste, tiens, il y a peut-être quand même, vu le nombre de particuliers investis sur ces marchés, si on en croit les chiffres et l'intérêt qu'on peut tous ressentir autour de nous, est-ce que vous dites à un moment, tiens, il peut y avoir des effets richesse négatifs qui peuvent avoir un impact peut-être sur le consommateur, pour dire les choses. Toute baisse d'actifs, c'est un des sujets complexes pour les banquiers centraux, pour n'importe qui. Ça peut enclencher des effets de richesse sur l'économie, notamment aux États-Unis, qui peut créer peut-être pas un risque systémique, c'est-à-dire des gens qui perdent de l'argent et d'autres qui en gagneront ailleurs. Donc, aujourd'hui, c'est pas le sujet, si ce n'est qu'on peut avoir un Archegos, un autre qui a un énorme levier là-dessus et qui peut créer des difficultés sur les vrais rouages de notre économie, sur la partie financière, les banques, etc. C'est pas le cas aujourd'hui. Non. Nous, on regarde ça avec intérêt parce que c'est un nouvel actif, en tous les cas un véhicule d'investissement ou spéculatif, on le nomme comme on veut, et il y a une histoire libertaire derrière, il y a plein de choses intéressantes. Et ce qui est sûr, et la messe est dite, c'est pas une monnaie. Et ça, c'est important. Bon, il n'empêche qu'il y a monnaie dans son titre, ce n'est pas une monnaie. Et ça... que le tweet d'une personne dans le monde puisse déstabiliser à ce point un marché, oui ça confirme l'idée que ce n'est pas une monnaie valable. Ce n'est pas une monnaie. Et ce qui est dingue, c'est que des entreprises puissent la mettre sur leur bilan et mettre de la volatilité. On parle d'un portefeuille et de ne pas mettre trop de volatilité, parfois, de le mettre sur le bilan d'une boîte, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et Tesla, si ça continue à baisser, doit être sanctionné par le marché pour prendre ce risque. Car ce n'est pas un risque industriel, c'est de la spéculation à l'intérieur, d'utiliser votre entreprise comme hedge fund pour spéculer sur un actif qui ne fait pas sens. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Sébastien de Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management, Alexandre Baradez, IG et Léa Dauphas, TAC Economics étaient nos invités ce soir.